Alors pourquoi cette question? Parce que aujourd'hui, en France, mais c'est vrai dans la quasi-totalité des pays, il y a une tension énorme entre l'offre et la demande de soins pédopsychiatriques. C'est-à-dire il y a une demande qui a monté de façon considérable pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, en gros qui sont liées à des changements de société, à des changements de vision de ce que c'est que la psychiatrie, et avec aussi le business de la santé mentale qui se confusionne avec celui de la psychiatrie. Donc la demande augmente de façon vertigineuse. Le nombre de consultations dans les 10 dernières années à France a été augmenté de 50% dans les CMP. Et puis, en parallèle, dans la plupart des pays où l'offre de soins augmente un tout petit peu, où le plus souvent elle est stable, et chez nous, elle a diminué de façon colossale, puisque le nombre de pédopsychiatres a été divisé par 2 dans le même temps en France. Donc il y a une tension énorme entre l'offre et la demande, donc du coup, on ne peut plus soigner tout le monde. C'est juste une question de principe de réalité. Si on veut soigner tout le monde, on ne soigne que les gens qu'on voit, on ne soigne pas les gens qu'on ne voit pas. Or, souvent, les gens qu'on ne voit pas, en fait, ont des besoins de soins qui sont au moins aussi importants. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai été dans plein de congrès où des collègues de pays en développement nous demandent systématiquement « Mais combien faut-il de lits d'hospitalisation dans mon pays ? Combien faut-il de pédopsychiatres dans mon pays? Combien faut-il de psychologues et d'infirmières spécialisées? Nous avons à construire notre système de soins et alors dites-nous, vous qui connaissez les nombres, ben, je suis incapable de répondre à cette question. Ils me disent oui, alors combien? Ben, je dis je sais pas. Pourquoi? Parce que si on prend les statistiques épidémiologiques, ce que j'ai fait, hein, la NCS Adolescent Supplement, si vous prenez des jeunes jusqu'à 18 ans, il y en a la moitié qui vont faire un trouble psychiatrique au sens du DSM avec un impairment, excusez-moi, du passage à l'acte. Alors, on va y revenir tout à l'heure parce qu'il y a un problème sémantique là. En tout cas, un impairment, c'est ça qu'il y a dans le DSM, significatif. Et donc, si ça c'est vrai, s'il faut leur donner des soins evidence-based, eh ben, tous les psychothérapeutes français ne doivent s'occuper que d'enfants et d'adolescents. Donc c'est pas possible. Voilà. Et donc du coup, en fait, ça ne doit pas être la bonne solution. Alors, bien sûr, certains collègues disent qu'il faudrait en former plus, mais c'est pas soutenable financièrement. On peut pas former assez de psychothérapeutes pour répondre à toute cette demande. Donc il y a un problème quelque part. Donc ce problème est un vrai problème, de savoir, quand on parle de dépression de l'adolescent, finalement on sait bien qu'en fait ça recouvre des réalités qui sont complètement différentes. Ça recouvre des adolescents dans un moment d'une expérience dépressive, et puis de l'autre côté des adolescents catatoniques qui mangent plus et dont le pronostic vital est engagé, et que ça n'a rien à voir, tout simplement ça n'a rien à voir. Alors, donc le problème est réel. D'où la question, il faut, alors je sais bien, scientifiquement ça va être difficile, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour ne pas le regarder. Il faut le regarder en face et essayer d'y répondre avec les outils qu'on a. Alors, ce qui m'a interpellé aussi, c'est que curieusement, il y a 20 ans, les États-Uniens, les collègues psychiatres pour adultes états-uniens se sont posé cette question. Et il y a eu tout un tas d'articles dans ce qu'on appelait à l'époque les Archives of General Psychiatry, qui sont quand même une très bonne revue, le JAMA Psychiatrie aujourd'hui, avec toute une série d'articles très intéressants, bien pensés. Et puis en 2002-2004, toc, ça s'est arrêté. Et depuis, en fait, le problème est un peu passé sous silence. Et d'ailleurs, vous avez dû remarquer que depuis les années 2000, depuis la charnière du XXe et du XXIe siècle, il n'y a plus tellement d'études d'épidémiologie descriptive en psychiatrie. Il y a des cohortes, et le Canada est très fort pour les cohortes, mais les cohortes ne sont pas faites pour calculer les prévalences. Et les grandes études comme le CA, NCS, etc., il n'y en a plus tellement. Et c'est comme si on avait abandonné la question. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revoir ces papiers qui ont eu lieu de 1998 à 2002. Maintenant qu'on a 20 ans de recul, on peut les digérer et voir et comprendre en fait quelque part les interrogations presque épistémologiques qu'ils ont soulevées. Donc on commence en 1998 avec un papier de Régier en français, Régier, je ne sais pas comment ça se prononce,
qui pointe le problème. Il dit voilà, les prévalences qu'on trouve dans les études, elles sont fausses. Elles sont fausses, il y en a trop, il y a trop de patients, et donc en fait, il y a un problème quelque part. Et l'article est moyen, mais dans le même numéro, Spitzer, qui est quand même quelqu'un qui est symboliquement le créateur du DSM, ou moins symboliquement, mais qui était quand même un grand penseur de la psychiatrie, Spitzer écrit une réponse. Avec le titre de son article est excellent, Diagnosis and need for treatment are not the same. Alors son article n'est pas très bon, sa réponse il dit oui, mais ce problème-là est un problème général en médecine, ce qui est vrai. Par exemple, la prévalence de l'arthrose du genou n'a aucun sens. À partir de 40 ans, 50% de la population a des signes cliniques et radiographiques d'arthrose du genou, mais ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est à qui faut-il mettre une prothèse du genou. Or, la réponse à cette question est très compliquée. Donc, il dit, voilà, alors il dit, bon, ben ouais, mais c'est vrai que dans le futur, il faudra rajouter impairment et disability pour pondérer le truc, et ça sera mieux. Voilà, mais moi ce que je retiens avant tout, c'est le titre de l'article, qui contient la véritable information, c'est qu'en fait, un diagnostic épidémiologique ne correspond pas nécessairement à une décision thérapeutique, et je dirais même presque méthodologiquement et épistémologiquement, en fait ça n'a rien à voir. C'est là qu'il y a un quiproquo. Alors après, enfin, 2 ans, on a une série de papiers, dont un avec Eaton, 2000, et donc c'est un papier qui part d'un constat qui est saisissant. Il prend 2 grandes études épidémiologiques, dans l'une, une étude où c'était le DIS qui était utilisé, donc un instrument fait pour des laïcs, comme on dit, pour des non-cliniciens, très structuré. Et puis, en fait, pour le valider, on a pris 400 sujets, on a utilisé le SCAN, qui est un instrument qui est fait passer par des cliniciens. Et sur la dépression, on fait un accord interjuge, et le kappa, le niveau d'accord interjuge, est trouvé à 0,2. Donc 0, c'est le hasard, 1, c'est la concordance, on trouve à 0,2. Et il dit, c'est faire comme accord. Bon, ce qui, en fait, c'est une catastrophe, quoi. Et d'ailleurs, on peut se demander, parce que, en fait, dans les études qu'on a, nous, on a toujours mieux que ça. Donc c'est étrange qu'ils aient trouvé un résultat si mauvais, mais enfin, en tout cas, c'est la réalité. Et donc, ils discutent de pourquoi. Et alors, surprenant, hein, moi j'aurais pensé le contraire, et d'ailleurs tout le monde pensait le contraire, c'est les diagnostics des cliniciens qui sont plus prévalents que les diagnostics de l'entretien structuré. Alors que jusque-là, on pensait que les entretiens structurés surévaluaient les prévalences. Et donc, ils essaient de trouver des interprétations qui ne sont pas convaincantes. Moi, j'en ai une. Moi, je pense que, en fait, les psychiatres sont biaisés quand ils évaluent des sujets qui ne sont pas des sujets qui viennent les voir en consultation. Parce qu'en fait, nous, on voit des gens qui viennent nous voir. Et si les gens viennent nous voir, en fait, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils vont mal. Et donc, en fait, quelque part, on est conditionné par le fait que ce qu'on a en face, il y a un certain niveau de gravité, parce que si c'était pas grave, ils ne seraient pas venus nous voir, ou du moins on les aurait pas amenés. Donc, c'est une espèce de pensée bayésienne, en fait. C'est que on a des gens en moyenne qui viennent pas sans raison. Et or, dans la rue, on peut avoir des gens avec des tableaux symptomatiques, mais en fait, eux, ils décident de vivre avec ça. Et puis voilà. Et donc, du coup, or nous, on n'a pas l'habitude de ces gens-là, en général. Alors, en pédopsychiatrie, on peut les voir, puisqu'on voit des enfants qu'on nous amène et qui, eux, ne demandent pas grand-chose. C'est là qu'il y a une... Mais pour de la psy adulte, c'est quelque chose de manifeste. Il y a un biais lié à la méthodologie des études épidémiologiques descriptives. On va au-devant des gens et on leur demande s'ils vont mal ou pas dans leur vie. Alors que dans la pratique clinique, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il y a des commentaires à cet article et qui sont assez maigres et en fait, ils disent « Ah ben ouais, ben c'est comme ça, mais quand on aura des marqueurs biologiques, alors on aura vraiment accès aux prévalences de dépression et des autres maladies. » Et ça, c'est un fantasme de psychiatre, c'est que, en fait, parce que dans les maladies somatiques, en fait, la question ne se pose pas comme ça.
L'arthrose du genou, on n'attend pas d'avoir un marqueur somatique d'arthrose du genou pour poser des prothèses de genou. Ça n'a pas de sens. On pose des prothèses de genou quand les gens ne peuvent plus marcher. Et puis voilà, c'est tout. Les psychiatres ont une espèce de complexe, voire de problème narcissique avec le fait qu'ils s'occupent de la subjectivité des gens. Et ça parasite aussi le discours. Alors, on fait un bond encore de 2 ans, Narrow, 2002, qui dit, et là on voit l'évolution de la pensée, en 4 ans, il écrit un papier en disant nous avons résolu le problème de la prévalence en opérationnalisant la notion de clinical significance. Donc il obéit à l'injonction de Spitzer 4 ans avant, en 4 ans c'est pas mal quand même, et il dit voilà, alors il y a le DSM, il y a alors c'est pour ça que je parlais d'impairment tout à l'heure. Alors en fait, l'algorithme qui est utilisé dans l'étude pour avoir les vraies prévalences, il dit est-ce que le patient a vu un professionnel et est-ce qu'il y a une interférence avec la vie et ce fonctionnement. Et du coup, ça diminue les prévalences de 15 à 30%. Et donc, il dit, ben voilà, on a résolu le problème. Et il y a une critique par 2 auteurs, très connus aussi. Le premier, c'est Wakefield, que vous devez connaître, hein, qui est un des États-Unis anti-DSM, qui a une œuvre critique assez bien pensée, très bien réceptionnée dans le milieu des sciences humaines et sociales françaises. Et puis Spitzer. Donc Wakefield et Spitzer font une réponse qui descendent de ce papier. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais sur quelle base conceptuelle vous avez le droit de dire que la clinical significance, c'est ça? Alors, en disant, d'abord, pourquoi vous dites ça? Et c'est vrai que les auteurs font un passage à l'acte, ils disent, ben voilà, la clinical significance, c'est ça. Et ils disent, c'est d'autant plus, non seulement il n'y a pas de soubassement conceptuel, mais en plus, c'est complètement fou en termes de santé publique, parce que si pour avoir un vrai trouble, il faut avoir vu un professionnel, alors s'il n'y a pas de professionnel, il n'y a plus de trouble. Donc ça n'est pas... C'est absurde comme truc. Et donc, alors ils s'interrogent sur... ils disent, oui, il faudrait trouver les vrais troubles. Et la discussion de cette réaction est bizarre et moi je ne trouve pas très bonne pour la pensée psychiatrique. Ils disent qu'il faudrait séparer les vrais troubles et ce qui relève de la prévention secondaire, et en fait tout ça c'est de la psychiatrie, il faut l'accepter, etc. Mais en fait conceptuellement ils sont très fragiles aussi. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Alors, justement, essayons de conceptualiser, puisque je suis d'accord avec Wakefield et Spitzer, au moins pour le début, il y a un problème de manque de conceptualisation. Alors, en fait, ils ont été injustes, parce que derrière le papier de Narrow en 2002, qui essaie d'opérationnaliser la clinical significance, il y a en fait, ils étaient à 2 doigts d'avoir une conceptualisation possible, qui vient de Canguilhem, où ce qui définit le malade, c'est la plainte. Et donc c'est pas le contact avec le système de soins, c'est le fait de ressentir le besoin intime d'être en contact avec le système de soins. C'est ça qui définit le malade. Le malade, c'est pas celui qui a une maladie, c'est celui qui va suffisamment mal pour lever la main et sonner à la porte du médecin. C'est ça qui le définit comme malade. Et donc, et ça a été opérationnalisé dans des études d'épidémiologie. Avez-vous été mal au sens des items du DSM, et à ce moment-là, vous sentiez-vous dans une demande de soins? Mais ça marche pas. Ça marche pas, et ça c'est très intéressant, ça marche pas. En fait, alors, figurez-vous d'ailleurs, on oublie souvent que Canguilhem, quand il écrit ça, dans le normal et le pathologique, en fait, il y a une note de bas de page où il dit que c'est vrai, mais pas en psychiatrie. Ce qui est à moitié faux, hein, parce qu'il n'avait pas d'expérience de la psychiatrie, et lui il pensait que
comme beaucoup de gens à l'époque, que le malade psychiatrique ne peut pas se reconnaître en demande de soins, alors que la grande majorité des patients psychiatriques, au moins psychiatrie pour adultes, se reconnaissent en demande de soins. C'est pas ça le problème. Alors, on a des patients qui ne sont pas en demande de soins, mais en médecine somatique, ils ont aussi plein de patients qui ne sont pas en demande de soins, même quand ils ont un cancer. Donc, on n'est pas si différent que ça. Mais non, mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, quand même, la société n'est pas la même que du temps de Canguilhem, et la notion de plainte, en fait, a changé. Aujourd'hui, sociologiquement, avec le consumérisme médical, avec la apicratie, vous savez, le fait que si on n'est pas super top, alors on va mal et que donc il faut qu'on ait un coach et tout ça. Eh ben, du coup, la plainte par rapport au fonctionnement psychique a explosé complètement, et donc on peut plus dire que la psychiatrie c'est une plainte en lien avec son fonctionnement psychique. Ça peut plus être ça. Donc le paradigme de Canguilhem, je pense qu'il est éthiquement intéressant, mais il est plus adapté à notre société. Alors, premier point. Deuxième point, la conceptualisation du DSM. Alors, impairment, quand même, qui est à la base, eh ben, et qui, moi, je suis très surpris, les collègues états-uniens, ça leur pose pas de problème, mais en fait, derrière l'impairment, il y a une idéologie productiviste. C'est que, oui, c'est-à-dire que on a des symptômes, mais on va vraiment mal si on ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut fonctionner. Et si vous ne fonctionnez pas, c'est la preuve que vous allez mal. Ben non, là, il y a une arrière-pensée idéologique très forte qui ne pose pas de problème. Enfin, on a le droit de l'avoir, sauf qu'on n'a pas le droit de la cacher. Et alors c'est d'autant plus sensible qu'aujourd'hui on est quand même dans une société où, à cause des histoires de climat, le productivisme pose un problème éthique. Donc mettre ça en avant de la définition d'un trouble psychiatrique patent, ça pose un problème épistémologique. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative? Moi, je milite pour la notion de rupture phénoménologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est un malade? Alors on va sortir de la psychiatrie, on va prendre la grippe, que vous avez tous eu déjà plus ou moins. Vous avez eu plusieurs fois la grippe. Parfois c'est un fébricule, une toux. Et est-ce que vous dites que vous êtes malade? Nous on dit on a la crève, vous voyez justement, on a la crève, c'est pour dire aux autres, je t'embrasse pas, j'ai une crève, mais on va travailler, on se sent pas, on est humain, quoi, et on sait bien que dans la vie il y a des hauts et des bas, etc. On est comme on est, quoi. Et puis on peut avoir la grippe où on est cloué au lit et on peut plus bouger et on peut plus penser et on n'est plus un être humain. Et c'est une rupture phénoménologique au sens les phénoménologistes de Husserl et tout ça, c'est-à-dire notre expérience de l'existence n'est plus la même. Et c'est vrai que quand on est malade, être malade, ça n'est plus être un être humain tel qu'on sait qu'on est quand on est un être humain. Et ça marche très bien avec la psychiatrie. La dépression, on peut être mal, on peut perdre son job, on peut aller mal, on peut avoir une rupture, c'est la vie, on a le cafard, on picole, on pleure, voilà. Mais un patient déprimé, il n'est pas comme ça. Un patient déprimé, il n'est plus un être humain avec un fonctionnement psychique d'être humain. Il est différent. Et ça, récemment, on le voit vraiment quand on en parle à des tiers. Alors en pédopsychiatrie, par exemple, on l'a beaucoup avec des enseignants. Vous avez des enfants hyperactifs, les enseignants, les enfants hyperactifs, ils envoient, des enfants turbulents, ils envoient. Et donc par moment, il y a une maîtresse qui dit « Ah non, mais là, docteur, je vous assure, lui, c'est pas pareil. » Et lui, c'est pas pareil. Lui, il est... Et dans mon village, il y a un patient schizophrène, j'habite dans un petit village en banlieue de Paris, très très lointaine. Il y a un schizophrène qui est en errance thérapeutique, qui casse des bagnoles à coups de batte de baseball, etc. Enfin, parce qu'il est... Et deux anecdotes très drôles de ce que les gens disent. Il y a ma jeune fille un jour qui m'a dit
Ah non, mais là, papa, en ce moment, j'ai remarqué, c'est quand il est gros qu'on peut lui parler. Vous voyez ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire, quand il est gros, il prend ses médicaments. Enfin, elle ne sait pas, hein. Elle n'est pas médecin du tout. Il dit, quand il est gros, on peut lui parler. C'est quand même. Et il y a une voisine qui dit, ah oui, il est fou. Non, mais il est vraiment fou. Il est vraiment fou. Vous voyez, c'est que dans son regard, donc, la rupture phénoménologique, elle est dans ce qu'on ressent ou dans ce qu'on voit l'autre. Avec des patients autistes, par exemple, patient autiste, lui, il ne trouve pas qu'il est fou du tout. La plupart, hein. Mais beaucoup d'entre nous les voyons comme des gens en rupture du fait de leur fonctionnement. Donc voilà. Donc du coup, pour moi, un malade psychiatrique, c'est quelqu'un qui est en rupture dans son existence du fait de son comportement ou de son fonctionnement psychique. Il est en rupture phénoménologique. Alors, il reste 8 minutes et je ne vais pas en avoir besoin de tout ça. Vous me direz, mais alors, en épidémiologie, comment on fait pour maintenant calculer des vraies prévalences de dépression? Bon, c'est là que je ne vais pas être très scientifique, hein, mais j'ai essayé de trouver les données que j'avais pour répondre un peu à cette question. Donc, il faudrait un instrument phénoménologique. Alors, vous allez me dire, ça n'existe pas. Mais si, il y a en fait un instrument phénoménologique qui est très connu, c'est la Clinical Global Impression, l'échelle d'impression clinique globale, qui est en fait un instrument phénoménologique. C'est en fonction de votre expérience clinique globale, quel est le niveau de sévérité du patient? Normal, à la limite, légèrement, modérément, manifestement, gravement, parmi les patients les plus malades. Et comment on remplit ça? Ben, on fait un entretien et l'atmosphère de l'entretien fait dégager chez le clinicien une impression de sévérité qui cote. Et cet instrument qui semble complètement rudimentaire pour les statisticiens, en réalité, est un instrument dont on ne peut pas se séparer. Vous savez, la plupart des essais thérapeutiques dans la dépression utilisent la CGI. Hein. Et donc, il se trouve que on a fait une étude en prison. Alors, je sais, c'est un échantillon biaisé, mais qui est méthodologiquement très intéressant parce qu'en prison, la dépression, c'est énorme comme phénotype. Donc, on a 800 détenus et on a un luxe d'évaluation puisqu'on a le mini, qui est un petit entretien structuré, mais on a 2 cliniciens, un ou une psychologue, un ou une psychiatre expérimentée, donc au moins 10 ans de pratique, qui écoutent le mini et qui après ont une demi-heure d'entretien libre et qui après, chacun dans leur coin, posent un diagnostic et chacun dans leur coin font une CGI et après se retrouvent pour faire une CGI consensuelle. Donc ça sur 800 sujets. Donc du coup, on a là vraiment un instrument qui va capter la gravité phénoménologique du sujet. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, parmi les 300 sujets déprimés, eh bien en fait, il y en a... Alors, moi je vais considérer qu'à la limite, légèrement, modérément, je vais appeler ça de l'expérience dépressive. C'est pas de la dépression, c'est de l'expérience dépressive. C'est que je suis en prison et voilà. J'ai peut-être le syndrome, mais c'est tout. Et puis il y a manifestement, alors s'ils disent il est manifestement déprimé, je vais appeler ça un état dépressif. Et puis il y a gravement, parmi les plus malades, je vais appeler ça un malade dépressif. C'est-à-dire il est malade au sens où je suis sûr qu'il y a une rupture phénoménologique dans son existence parce que des psychiatres ont dit qu'il était gravement malade ou parmi les plus malades. Et donc on a 40, alors parmi l'ensemble des sujets déprimés, hein, au sens DSM, il y en a 40% qui ont une expérience dépressive, un tiers qui ont un état dépressif, 20% qui sont des malades déprimés. Et donc du coup, si vous prenez les datas chez l'adolescent et on apporte les mêmes proportions, dans la NCS Adolescent Supplement, on a en gros la prévalence lifetime durant l'adolescence de la dépression qui est à 15 points, 15%. Mais c'est DSM tout venant, avec impairment, mais DSM tout venant. Ben là-dedans, donc, on a 15 points en tout. Donc ça fait 7% qui ont une expérience dépressive, 5% qui ont un état dépressif, 3% qui vont être des malades dépressifs.
Et du coup, en France, ben, vous avez chaque année 20 000 adolescents avec une dépression au sens de malade, donc qui nécessite des soins intenses, alors hospitalisation ou équivalent. Vous avez 30 000 adolescents qui ont un état dépressif, donc qui nécessitent en première intention un traitement psychothérapeutique, puisque vous savez que la dépression de l'adolescent, enfin en tout cas, je sais bien qu'on a une tension avec les États-Unis, nous on ne met les antidépresseurs que justement pour les états sévères, pour léger à modéré, en première intention c'est psychothérapie. Et puis 7% qui peuvent avoir un contact avec le système de soins primaires, avec des psychologues en libéral à suivre, et si jamais ça va plus mal, alors on passera dans le cran supérieur. Voilà, j'arrive au bout de ce que je voulais vous dire.